Bonjour les amis, bienvenue dans ce numéro 2 de Noa-sur-Mer, ici à bord de l'Étoile du Roi, le vaisseau amiral de la cité corsaire de Saint-Malo, le théâtre du départ de cette 11e édition de la Route du Rhum. Et on est ici parce qu'il y a beaucoup de skippers de la Nouvelle-Aquitaine, Guillaume. Absolument, et des favoris, notamment François Gabard dans la catégorie Rennes, la catégorie des ultimes. Nous allons le rencontrer tout à l'heure. Il y a aussi Lalou Rouquayrol en multicoque 50, ou encore Aymeric Chapelier, que tu connais bien, en classe 40. Un Rochelet. La classe 40 en plus, la classe Guillaume où il y a le plus de participants, ils sont 52 engagés. Ils sont 52 engagés et Aymeric Chapelier assume complètement son rôle de favori. Nous avons effectué une sortie en mer avec lui en compagnie de Yann Salin, une sortie assez mouvementée, vous allez le voir. Sortez les cirés. La Route du Rhum en classe 40, comme si vous y étiez. 30 nœuds de vent, un riz dans la grand voile et Aïna qui se met en mode sous-marin. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'Aymeric Chapelier a appris à dompter la bête, un bolide de dernière génération. Sur ce genre d'engin, on navigue à l'oreille, enfin tant qu'on en a. Quand on se met à l'intérieur, nuit noire, qu'on voit rien du tout, et que le bateau commence à rebondir dans les vagues, à faire baba, baba, bang, il y a tout qui tremble à l'intérieur. À des moments, on se demande vraiment ce qu'on fait là, quoi. Bon, après, on l'a voulu, hein. Les Sables Horta, la Normandie Channel Race, la Jacques Vabre en 2017. Sur toutes les courses d'avant-saison, le skipper Rochelet a fini sur le podium. Mais évidemment, le Rhum c'est autre chose. La Manche, Ouessant, le golfe de Gascogne au mois de novembre. Aymeric, comme tous les autres skippers, s'attend au pire, question météo, même pas peur. On connaît pas de route du Rhum qui sont partis dans la pétole, donc franchement, non, les premières semaines va être dures en physique, stressante, va falloir attaquer et puis être devant, quoi. Donc non, ça va être vraiment la première semaine va être primordiale pour nous, en tout cas les 3-4 premiers jours. Donc ça fait 4 mois qu'on a du beau temps. À mon avis, quand les premières DEP vont arriver, elles vont pas être gentilles. Préparation physique, recherche de sponsors, construction du bateau, préparation technique. Aïna, cette association réunionnaise qui s'occupe d'orphelins malgaches. Ce projet de 2 ans est sur le point d'aboutir avec Saint-Malo à l'horizon. En gros, il ne reste plus qu'à traverser l'Atlantique et d'arriver premier à Pointe-à-Pitre. Il n'y a plus qu'à. Moi, je suis assez serein, je connais bien mon bateau. Tu l'assumes, ça, cette position de favori ça me dérange pas, non, franchement, et je vais tout faire pour les laisser derrière. Il faut arriver à aller plus vite que l'autre, aller au meilleur endroit, mieux se reposer, faire mieux les choses et puis arriver ne serait-ce que quelques secondes devant, ça suffit. Et avouons-le, un Rochelet premier de la Route du Rhum, ça aurait quand même de la gueule. Et qu'importe les embruns. De retour ici sur les pontons de Saint-Malo, sur le ponton des classes 40, juste derrière nous, le bateau d'Aymeric Chapelier, pour vous signaler que Noa TV est partenaire et nous pourrons vivre tous les jours, pendant 1 minute, les aventures d'Aymeric Chapelier, une sorte d'immersion, on va dire, Guillaume. Absolument. Alors la Route du Rhum, c'est un défi sportif, on l'a vu avec Aymeric Chapelier à l'instant, mais ce sont aussi et surtout de formidables aventures humaines et tu en as vécu une, Olivier. Oui, avec le seul bateau de série engagé dans cette Route du Rhum, celui de Christophe Souchot, le Rochelet, à bord de son First 40, c'est sa 2e Route du Rhum et son bateau s'appelle Capandi parce qu'il amène des personnes en situation d'handicap naviguer au long cours dans toutes les mers du globe, d'Irlande aux Antilles. Nous avons fait route avec lui pour venir à Saint-Malo. On y va. On part du port de La Rochelle, là, direction Saint-Malo. Ah bah ça fait toujours un petit peu drôle de quitter son port d'attache. Voilà, on quitte son port d'attache, on sait qu'on va traverser l'Atlantique, revenir. C'est bien aussi pour moi, j'exagère aussi un petit peu, j'aime bien faire ces courses-là, c'est quand même agréable à titre personnel. Mais le but, c'est quand même de promouvoir l'association. No fear for when I'm alone. I'll be better off than I was before. Et en 2014, on s'est dit que faire naviguer des personnes en situation de handicap sur les océans, faire des transatlantiques, ça c'était possible. Et on a prouvé que c'était possible d'ailleurs. Voilà. On a essaimé maintenant en Europe, en Portugal, en Écosse, en Irlande. Le projet Capandi, il s'est développé. Donc moi, ma pension, effectivement, c'était de me rendre un petit peu utile aux autres, parce que dans le cadre de ma carrière, j'ai pas toujours été
attentif aux autres, hein, bien sûr, des logiques d'entreprise, des logiques de société qui m'ont fait que je n'étais pas complètement disponible. Maintenant, je suis entièrement disponible pour les autres. Alors, calamar en eau, moi c'est jarret aux lentilles. Ouais, non. Jarret aux lentilles, ça c'est bon. Alors, Mimi, il faut bien secouer. Hein. Je crois qu'on a les mêmes plaisirs, les mêmes sensations qu'un valide. Je dirais même augmenté du fait que le handicap, on pourrait imaginer que ça ne nous permettrait pas de faire ça et qu'on y arrive quand même. Ouais. Et ça vous apporte quoi? C'est de quitter la terre, de quitter tous les emmerdes du quotidien, lâcher le téléphone et Internet et puis la liberté sur la mer. Have no fear for when I'm alone. I'll be better off than I was before. Moi, la dernière route du Rhum, j'avais mis 26 jours. Je m'étais arrêté un petit peu parce que j'avais perdu mon radeau de survie, donc j'étais obligé de m'arrêter sur les côtes portugaises pour aller récupérer un radeau de survie. Donc j'avais perdu à peu près 24 heures, je pense. Et là, je compte mettre à peu près, j'aimerais bien mettre 24 jours. 24 ou 25 jours, ce serait super, quoi. La route du Rhum, c'est une rencontre entre plusieurs types de bateaux, plusieurs types de marins, des professionnels, des amateurs avertis et tout ça. C'est bien aussi de se mêler à des grands noms de la voile internationale. Et puis c'est là qu'on voit l'humilité de certains. Ils sont tous très abordables. On arrive à discuter avec Loïc Perron, avec des François Gabard. On discute avec eux comme de tous nos petits problèmes qu'on peut avoir sur l'eau et sur les navires. On a à peu près les mêmes problématiques. Après, on n'a pas les mêmes budgets, c'est tout. Have no fear for when I'm alone. Nous sommes de retour sur les pontons de la 11e édition de la Route du Rhum avec ces formidables bateaux, les IMOCA, la transatlantique en solitaire qui fête cette année ses 40 ans. Et en 40 ans, il s'en est passé des choses, Olivier. Oui, des exploits, des records et des drames aussi qui ont fait naître des légendes. On va demander, tiens, on va voir avec du public. Monsieur, excusez-moi. Bonjour, je peux vous poser une petite question. Si je vous dis Alain Colas, ça vous parle? Ben oui, Alain Colas, ça me parle puisque c'est un ancien navigateur. Si je me trompe pas, il a du Perrière en mer, non? Oui, c'est ça. Je ne sais plus en quelle année. Je pense que c'est dans les années 70-80. C'est ça, en 1978. La plupart des gens qui sont là, vous pouvez leur poser la question. Alain Colas, c'est évident dans la tête. Merci et puis on vous souhaite un bon départ pour cette 11e édition. Je vous en prie. Vous voyez Alain Colas, le 16 novembre 1978, 11 jours plus tard, Manureva ne répond plus. Alain Colas disparaissait en mer et entrait dans la légende. Messieurs, bonsoir. Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas, qui n'est toujours pas arrivé à Pointe-à-Pitre, mais cette fois, disons-le, on a vraiment peur pour lui. Le Breguet Atlantique de la Marine nationale est revenu bredouille de sa mission la nuit dernière. 16 novembre 1978 au large des Açores. Dernière position connue d'Alain Colas. Après, plus personne ne l'a vu ou entendu. Lors de cette première route du Rhum, un marin et son bateau entraient ensemble dans la légende. Aujourd'hui, un autre Breguet Atlantique, parti des Açores, survole lui aussi les routes de la course. Mais malgré les instruments les plus perfectionnés dont se sert la Marine nationale, il faut bien reconnaître que sa tâche n'est pas facile. Chercher un voilier dont on ne connaît pas la position depuis longtemps, c'est presque aussi difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est le cas précisément de Manureva, le voilier d'Alain Colas dont on a perdu la trace depuis 15 jours. Des semaines de recherche, des hypothèses les plus folles furent avancées. Dette, fils qu'Alain Colas aurait pu tout quitter et prendre le large sur une île isolée. Changement d'identité, tout y est passé. Personne ne pouvait croire qu'Alain Colas ait pu périr en mer. Joël Charpentier, le Trégastellois, qui est arrivé 5e hier et qui avait une journée de retard sur Colas, lors du dernier pointage il y a 2 semaines, a confronté son journal de bord avec celui de Michel Manidowski. Lui aussi avait un peu de retard sur Colas et ils avaient choisi la même route. Eh bien, une certitude, il est arrivé quelque chose et peut-être quelque chose de grave. Alain Colas était un visionnaire, un communicant,
Un sportif surtout formé par Tabarly et Kersozon entre 68 et 78. Il remporta la Transat de 1972, fut le premier à faire un tour du monde en solitaire à bord d'un multicoque. 10 années et une fin, un point final qui reste et restera un mystère. Ça tangue un petit peu parce qu'on est sur le quai à côté des Ultimes, c'est Maxi Trimaran. Il faut bien se rappeler que cette première édition de 1978 de la Route du Rhum, elle a annoncé la suprétie des multicoques. On se rappelle de la victoire de Mike Birch, le Canadien, face au géant des mers, le monocoque de Michel Malinowski pour 98 petites secondes. Et Olivier, 40 ans après, on est sûr que c'est un multicoque qui gagnera. Ouais, 40 ans après, et ultime clin d'œil, le dernier vainqueur en 2014 dans la catégorie Rennes. Ultime, c'est Loïc Perron qui l'a remporté. Loïc Perron qui court cette année sur le sister ship de Mike Birch. Le fameux Olympus. Le fameux Olympus, lui s'appelle Happy. Loïc Perron gagne l'édition 2014 dans la catégorie ultime. La catégorie cette année dans laquelle court un certain François Gabard. Les gars. C'est énorme, c'est juste énorme parce que bah voilà, c'est la Route du Rhum et c'est pas rien et je me suis donné comme jamais je me suis donné je crois sur le bateau et je suis vraiment content quoi, je suis content du résultat, je suis content de la façon aussi, j'ai vraiment je me suis régalé. Là où il y a un petit peu de matériel à bord et puis la table à cartes. Donc c'est là, ici, sur ce siège, avec l'ordinateur du bord, que je peux faire la navigation, la météo, la stratégie. C'est le principe, c'est vrai. À bientôt. Allez, salut François. Le petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. Ce record, je pense qu'il arrive au bon moment. Et c'est chouette de vivre ça. Et je pense que dans la vie, il y a des moments. Et là, c'était le bon moment. Right now. À bord du trimaran massif de François Gabard. Merci François de nous Bonjour, recevoir. bienvenue. Tu étais vainqueur en 2014 dans la catégorie IMOCA. Cette année, épreuve Rennes dans les ultimes. J'imagine que cette Route du Rhum, il faut aussi avoir cette victoire dans cette catégorie. On aimerait bien, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de déjà vivre une belle Route du Rhum dans la catégorie IMOCA, donc la catégorie des bateaux du Vendée Globe en monocoque. Là, j'ai la chance de naviguer sur un magnifique bateau qui est le trimaran massif. Donc dans la catégorie ultime, ces grands bateaux qui vont très vite, qui sont capables de voler au-dessus de l'eau. Et voilà, et moi je suis ravi d'être dans cette catégorie parce que c'est là où on a le plus de sensations, le plus de vitesse et c'est ce que je viens chercher. Ce bateau, il a déjà un beau palmarès puisqu'il est recordman du Tour du Monde en solitaire. Pourquoi l'avoir ramené au chantier depuis ce titre fin 2016 pour qu'il vole ? Pour qu'il vole et tout simplement parce que la concurrence arrive et que l'an dernier il y a eu 2 nouveaux bateaux mis à l'eau, Gitana et Banque Populaire, des bateaux qui sont très rapides, qui volent au-dessus de l'eau. Et du coup, fallait s'adapter, se remettre en cause en vue de la concurrence qu'on avait en face de nous. Le foil, c'est le passage obligé maintenant. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai que pour aller vite sur l'eau, on est obligé de voler. Et c'est assez fascinant et assez remarquable. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai qu'on a lancé ce bateau-là il y a
3 ans, on imaginait voler, mais on ne savait pas encore trop à quel moment. Comparé à des monocoques qui se servent des foils pour augmenter la puissance du bateau, nous on se sert des foils pour alléger le bateau et du coup avoir peut-être besoin de moins de surface de voile pour aller à la même vitesse. Donc en fait quand on est sur nos foils, le bateau est un peu moins puissant parce que le point d'appui est un petit peu plus à l'intérieur. Donc on perd un peu de puissance finalement quand on vole, mais on gagne tellement entraîné que le bateau est plus facile, on tire moins sur les voiles, on tire moins sur la structure du bateau. Alors, on a envie de te montrer avec Guillaume cette fameuse rencontre, ces 48 heures que tu as passées avec le double vainqueur de l'America's Cup, James Pithill. Il disait tout simplement, François Gabard, c'est un extraterrestre, on regarde et on en parle après. Dès qu'on l'a contacté, il a dit oui tout de suite, donc voilà, on s'est dit parfait. C'est une rencontre entre deux surdoués de la voile. Ces jours-ci, l'invité de François Gabard se nomme James Pithill. L'Australien est double vainqueur de la Coupe de l'America en 2010 et 2013. Il va aider le marin charentais à voler sur l'eau. 3 heures à plus de 40 nœuds. Ça n'a pas dû lui arriver souvent de faire 80 000 en ligne droite à plus de 40 nœuds de nuit sous pilote. Filé à près de 80 km/h, Gabard l'ingénieur, le perfectionniste apprend vite. Il parvient même à impressionner son maître. L'Australien est bluffé. Il fait nuit noire, 1h du matin. On tient une vitesse moyenne de 43-44 nœuds sous pilote automatique. Et François parvient à naviguer à ce rythme en réussissant même à dormir. C'est hallucinant. À moins de 3 semaines du départ de la route du Rhum, Gabard et Massif version 2 sont prêts pour faire voler en éclats le record de l'épreuve. François Gabard, cette rencontre avec James Pithill, elle était importante pour toi en tout cas? Ouais, elle était en tout cas super sympa parce que j'ai découvert, je connaissais l'homme via les médias sur la Coupe de l'America, quelqu'un qui paraissait un peu arrogant, un peu froid, alors que pas du tout. Échange avec lui, pas du tout. On l'a vu, super sympa. Il était halluciné de te voir de nuit, 40 nœuds au pilote. Ouais, et puis il était vraiment hyper proche de nous. On a beaucoup échangé sur plein de sujets. On a évidemment beaucoup appris sur ces bateaux qui volent avec lui. Il a, j'espère aussi lui, beaucoup appris parce que c'était quand même quelque chose de nouveau pour lui, naviguer de nuit. Sans tenir la barre, c'était un peu inquiétant et c'était chouette. C'était très François, chouette. on est à l'intérieur de l'antre du monstre. En fait, c'est très petit. Il y a la passerelle avec les deux barres. C'est pas un monstre. Le bateau, c'est un monstre. C'est un monstre de puissance. C'est un gentil monstre alors. C'est un gentil monstre en tout cas. À manœuvrer seul. Voilà, on est Voilà. dans le cockpit. C'est tout petit en fait. C'est pas très grand. Moi, je suis pas très grand de toute façon. Donc voilà, c'est pile à la bonne hauteur. On essaye de. Pourquoi c'est pas plus grand? Parce qu'on essaye d'avoir la meilleure pénétration dans l'air vu qu'on va vite. On essaye de réduire un maximum la traînée du bateau et on essaye aussi de concentrer tous les winches, donc le poste de barre. Donc c'est vraiment là où en effet on pilote le bateau. La barre qui est juste là, les winches. On peut hisser, border les voiles. On fait à peu près tout pour la conduite du bateau. Ça sur un espace qui fait aller. Et voilà. Et l'idée c'est de pouvoir en fait être très rapide d'un winch à l'autre, à la barre, à la zone de vie qui est juste derrière. Voilà. Tout ça est dans un espace le plus réduit possible pour minimiser les déplacements, minimiser le temps des déplacements et essayer d'être le plus rapide. Il y a un endroit qui est très étonnant que vous appelez la cabane. C'est quoi exactement? On dirait un poste de pilotage. La cabane, c'est un peu ma zone de vie. Voilà, j'ai la table à cartes comme on connaît habituellement sur les bateaux. Donc on a la table à cartes, on gère là, ici la météo, les échanges avec la Terre, j'ai toute l'électronique, j'ai toutes les informations qui arrivent ici. Tu passes combien de temps à manœuvrer, combien de temps à la table à cartes? Ça dépend évidemment des conditions, mais on est quand même... je dirais 95% du temps, en tout cas, on est dans cette zone qui est protégée entre le cockpit et ici. Et après, peut-être quelque chose comme 50-50 à peu près. Le concurrent le plus sérieux dans ta catégorie? Je pense qu'on est 6 dans notre catégorie. On est clairement 5 à venir là pour essayer de gagner. Sur les 5 en mettra, il y en a 3 qui volent, qui si les conditions permettent de voler, ont clairement un avantage. Dans ces 3 qui volent, Sébastien Josse sur Gitana est allé très très vite aux entraînements, donc c'est clairement un bateau qui est capable d'aller très vite. J'oublie pas évidemment Armel et Bangpop et Hidek et Sodebo évidemment, qui sont des bateaux qui sont très fiables, qui ont beaucoup navigué, qui sont capables d'aller aussi très vite. Bref, il y a du monde et ça va être chouette.
Alors à ton palmarès, toi, il y a le Vendée Globe. Il y en a un qui l'a fait 3 fois, qui vient d'Arcachon. Il s'appelle Arnaud Boissière, que tu connais évidemment, Cali. Eh bien, cette route du Rhum pour l'Arcachonnais et son nouveau bateau, c'est un peu un tour de chauffe pour le Vendée Globe 2020. Les Sables d'Olonne, port de départ du Vendée Globe. La course qu'affectionne par-dessus tout Arnaud Boissière. Mais c'est à la route du Rhum que vont d'abord se mesurer le marin et son nouveau bateau. Depuis son rachat par l'Arcachonnais, tout a été refait sur le 60 pieds et des foils ont été ajoutées. Dans le carré, la mue est encore plus spectaculaire. En fait, à l'origine, il y avait deux blocs cuisine qui étaient énormes. J'aime bien un bateau simple. J'avais la peinture de l'enduit ici. Et puis ça m'énervait pendant le chantier. Et du coup, avec les gars, on s'est mis à 6 pendant 2 jours. Et on a tout poncé pour enlever du poids. On a gagné 25 kg juste dans la cellule de vie. Le régime sec a permis de gagner 1,3 tonne. C'est son bateau le plus performant, mais aussi le plus sportif à manœuvrer. Le casque devient vite l'accessoire indispensable. Donc, tu vois, c'est vraiment costaud. Ils ont ça en kite en fait. Et après la visière quand tu es à l'avant du bateau pour se protéger des embruns. Surtout au départ de la route du Rhum, il fera froid. Donc voilà. La route du Rhum est un sprint dans l'Atlantique, un défi pour ce marathonien aux 3 tours du monde sans escale. Sur le Vendée Globe, c'était pas à 100% dès le départ, tu peux te rattraper un peu. Là, t'as pas le droit à l'erreur. L'objectif est d'être dans les 5 premiers en Guadeloupe, mais la route du Rhum doit surtout permettre à l'homme et à son bateau de s'étalonner. Faire une bonne route du Rhum, ça me mettra en confiance pour le Vendée Globe. Mais une bonne route du Rhum, c'est pas forcément gagner la route du Rhum. C'est arriver au niveau technique, content du bateau, en me disant il y a des moments où j'étais à 120% du potentiel du bateau et le bateau est abouti et moi je me sens bien à bord et j'ai progressé. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Au menu, la route du Rhum fera office d'entrée. Le plat de résistance sera le Vendée Globe 2020. Cali pourrait être le premier marin à boucler 4 tours du monde en solitaire sans escale. Un rêve sans plus pour celui qui est avant tout un compétiteur. Je ne cherche pas le record, ce que je cherche c'est être compétitif. J'ai fait 7e, 8e et 10e au Vendée Globe. Je veux carrément faire mieux. Entrer dans le Guinness des records, ça intéressera peut-être mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants, mais moi ça m'intéresse pas. Après 120 000 en mer, la dune du Pilat au lever du jour est la première escale du navigateur. Sa course autour du globe passera ensuite par la Guadeloupe et la route du Rhum. L'horizon semble enfin dégagé pour Arnaud Boissière qui a longtemps cherché un bateau à la mesure de ses ambitions. De retour sur les pontons de cette 11e édition de la route du Rhum, mais on ne peut pas évoquer la route du Rhum sans faire un stop aux Antilles. On va en parler avec 2 beaux spécimens. Là, à côté de moi, Guillaume Dequet, parce qu'il ne nous l'a pas dit, mais il est né là-bas en Guadeloupe. On ne peut pas renier ses origines, Eric. Ouais, et avec notre Olivier. invité, Steve Prudent. Bonjour Steve. Bonjour Olivier. Guadeloupe la première, journaliste. Exactement, oui. Guadeloupe, Alors la ici, première, oui. on est franchement dans le stand des Antilles, hein, avec les bateaux qui sont autour. Tout à fait, les Antilles, particulièrement présentes sur cette route du Rhum 2018 avec 8 skippers. C'est un record, hein. Un record, Guillaume, un record. C'est peut-être aussi la preuve que longtemps, on a considéré que les Antillais n'étaient pas très proches de la mer. Or, depuis quelque temps, on remarque que beaucoup de jeunes se mettent à la voile et de façon plutôt brillante. Ouais. Et au-delà des skippers, on voit ici la ferveur populaire autour de ce départ à Saint-Malo. Il y a la même ferveur populaire à l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Je crois que de l'avis de l'ensemble des skippers qui ont participé à la route du Rhum, cette compétition occupe une place à part dans le cœur des Guadeloupéens. Il faut voir les arrivées, notamment sur la Darse, dans le cœur même historique de Pointe-à-Pitre, où ce sont des milliers de Guadeloupéens qui viennent acclamer ces chevaliers des mers qui ont traversé de l'Atlantique, souvent dans des conditions difficile. Cette route du Rhum, elle a un sacré impact parce que avant 1978, avant la première édition, 2 Français sur 3, 2 métropolitains sur 3 ne savaient pas placer les Antilles sur une planisphère. Écoutez, ça a changé. Et sans doute grâce à cette route du Rhum. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Guadeloupe notamment a acquis une certaine renommée ici dans l'Hexagone. Il y a un centre de formation des skippers là-bas. Alors Guadeloupe Grand Large qui a été lancé par la région Guadeloupe, une vraie académie de la course au large avec
déjà un certain nombre de jeunes qui sont issus de cette école. Bon, juste à côté de nous, pas très loin, 2 bateaux plus loin, il y a Rodolphe Sefo en classe 40, qui est un pur produit de ce Guadeloupe Grand Large, de cette école de voile au large. Parce qu'un exemple concret, pour être le meilleur, il faut aller vite pour y arriver. Mais ce qui est compliqué parfois, Guillaume, c'est tout simplement de partir. Et oui, parce que tous les skippers rêvent de cette arrivée à Pointe-à-Pitre, les pros comme les amateurs. Mais pour ces marins aventuriers, vous allez voir, la route est peut-être encore plus semée d'embûches simplement pour être au départ. Bonjour, je m'appelle Eric Gamin, je suis béglé, j'ai 52 ans, je suis chef d'entreprise et je vais faire la route du Rhum. Alors Eric, déjà première constatation, faut sortir de la ville quoi, tu es un citadin. C'est ça, je suis bordelais et moi j'aime bien ma ville en fait. D'ailleurs c'est compliqué d'être marin à Bordeaux en fait, parce qu'il faut aller chercher... La mer est loin. Ouais c'est ça, là on en a pour encore une bonne heure et demie de route. On va à Port-Bloc, c'est la pointe du Médoc. Donc le bateau devrait être à sec normalement. On a dû le lever ce matin à 8 h. Alors précisément, on devait naviguer ensemble là. C'est ça. Et on va pas naviguer. Oui. Alors pourquoi? On a un délaminage de la poutre arrière. Tu le vis comment? Je le vis pas trop bien, enfin, c'est du stress. J'imaginais pas quand même toutes les contraintes de préparation de la route du Rhum. Là, voilà, l'île Haddock. Il est toujours pendu ou calé, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il est toujours pressé de voir le bateau sorti de l'eau là. Bonjour. Bon, à l'attaque d'entrée. Ouais. Voilà. Ça y est, c'est tracé. On se demande comment on ouvre là, parce que en fait je croyais qu'il n'y avait que 2 cloisons, en fait il y en a. Non, il y en a une au milieu. Voilà. Si c'est déjà un peu grand, mais il faut du sensor. Ouais, on aurait pu s'en passer de ça. Mais alors, il vaut mieux que ça arrive maintenant que après être parti quoi, parce que là c'était un abandon. Hein. Il fait 14,98 m, 7,45 m de large. Bon là je viens d'apprendre qu'il fait 13 tonnes 8, donc là normalement il est donné pour un peu moins, mais bon voilà qu'en fait c'est un catamaran de voyage. Oh, c'est le gros bazar, c'est le chantier partout là. Oh, il y a un peu de rangement avant le départ. Hein. Mais en fait tout ça va disparaître. Hein. En fait, c'est le bateau avec lequel tu as fait un tour de l'Atlantique en famille. C'est ça, oui. Combien de temps ça t'a pris? Alors bon, on s'était fixé des dates. On est parti un 15 juillet, on est revenu un 15 juillet. 15 juillet 2012, 15 juillet 2013. Une année. En famille, à 5. Bon, salut, ça va? Ça va là? Ouais. Bon alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bon, écoute, le bateau était sorti, c'était déjà une chose. Mais bon, après, il y a encore du boulot à faire. Quoi. Ah, voilà Johan. Ça va, ouais? Ouais. Bon. Bon, mais papa était en train de nous expliquer ses problèmes de préparatifs. Donc ils ont fait 2 trous comme ça à l'arrière du bateau, en fait, sur la poutre arrière, là où il y avait l'annexe, tu vois. Pour pouvoir se rentrer à l'intérieur. Oui, et puis suivant la mer que tu vas avoir aussi, il vaut mieux qu'il soit quand même... C'est ça quoi, heureusement que ça arrive maintenant. Je vais peut-être prendre une pagaie quand même, pour finir, on sait jamais quand on va tirer. Et au début, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse réussir à le faire, et au final, il a réussi, et je suis super content qu'il puisse réaliser ça. Alors, vous avez fait un tour en famille de l'Atlantique. Par contre, ta première navigation en solitaire, c'était pour la qualification de la du Rhum. Première navigation solitaire, c'était pendant ma qualif Malte, Sardaigne, Baléares jusqu'à Gibraltar. C'était une découverte et j'étais parti pour 8 jours l'année 2011, mais ça m'a pas pesé d'en mettre 3 de plus. Tu as hâte d'être au départ, tu as hâte d'être à l'arrivée. J'ai hâte d'être au départ, pour l'instant c'est vraiment déjà, ça se tourne en chalambe déjà, donc du coup j'ai hâte d'être au départ. Il y a des contraintes,
mais les contraintes en navigation, c'est celles qu'on s'est imposées, comme disait Tabarly. Donc lui, il s'est imposé ses contraintes, mais on est de tout cœur avec lui et je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Et on a pris de la hauteur avant de se quitter. On a décidé chaque mois de vous présenter un extrait de documentaire sur la mer. C'est le Rochelais Marc Tiercelin qui diffuse Le Peuple des mers sur Arte. On en regarde un extrait. Toute ma vie, j'ai navigué au grand large. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. Je vous emmène à la rencontre des peuples qui font le lien entre la terre et la mer, à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont l'océan pour horizon. Voilà, Noix-sur-Mer, c'est terminé. Le mois prochain, Olivier, on se retrouve sur nos côtes, à nous, de Nouvelle-Aquitaine. Oui, on va mettre le cap sur le bassin d'Arcachon. On va parler de patrimoine maritime. En attendant, on se quitte avec ces très belles images de surf du Quick Pro. Les meilleurs surfeurs et surfeuses de la planète ont régalé les spectateurs sur la plage de Seignos. C'était au début du mois d'octobre, seule étape du World Tour. Voilà, à bientôt Olivier, salut. Salut, à dans un mois.